Quel est le plus grand empire n'ayant jamais existé? Vous pensez probablement au top 1 de toutes les listes d'internet et du Guinness Book des records. L'empire sur lequel le soleil ne se couche jamais. Les Britanniques. 35,5 millions de kilomètres carrés. Un quart de la surface terrestre. Bon, y a pas de débat, hein, c'est lui le plus grand. Voilà, fin de vidéo, et abonnez-vous. Attends, pas si vite. Tu oublies le numéro 2. Non, c'est pas les Romains, les Espagnols ou les Français, mais l'Empire mongol. Alors ok, c'est que 24 millions de kilomètres carrés à son apogée. Mais lui, au moins, il est continu. Du Pacifique à l'Europe de l'Est sans interruption. Des tribus d'Asie du Nord qui ont fait trembler d'autres empires comme la Chine ou le califat de Bagdad. Le tout en quelques décennies. Voilà, c'est aussi impressionnant que ta grande puissance européenne qui a mis des siècles à asseoir sa domination. Bon, d'accord. Admettons que la grandeur d'un empire ne se mesure pas qu'à sa superficie. Prenons 3 critères. La puissance militaire qui leur a permis de conquérir le monde, la longévité et l'impact qu'ils ont laissé. Pour comparer ces deux empires qui se disputent le titre de plus grand de l'histoire. Comment ont-ils dominé le monde? Alors, désolé, mais moi je pense que le plus grand c'est Internet en fait. Y a juste pas débat. Bon, c'est quand même plus un territoire sans foi ni loi qu'un empire, hein. Comment ça? Bah, les pirates, les virus, les arnaques, les cookies, les sites qui collectent les données, ceux qui limitent leur contenu. Bah, mais enfin Saito, CyberGhost VPN pour ça. Réseau privé 100% sécurisé qui chiffre les données même sur les Wi-Fi publics. Possibilité de changer ta localisation en un clic et contourner les géorestrictions. T'as accès à tout le catalogue d'une quarantaine de services de streaming comme Netflix ou Disney+, jusqu'à 40% de contenu supplémentaire en français, même les courses auto en Belgique. Tu profites aussi des tarifs avantageux locaux. Par exemple, si tu pars en vacances, tu changes ta localisation et hop, tu fais des économies sur les billets d'avion et les hôtels. Oh, et ça marche aussi avec le reste. En Argentine, Disney Plus est à 2,80€ et Spotify 1,50€. Et pour ceux qui ont suivi les drames de certains sites bloqués en France, vous avez là une solution parfaite pour protéger votre vie privée sans sacrifier vos soirées. Oui, et c'est pour ça qu'ils ont déjà 38 millions d'utilisateurs. Alors toi aussi, profite d'une maxi promo, moins 83% de réduction et 4 mois gratuits. Protège jusqu'à 7 appareils à la fois, PC, mobile, console ou même Smart TV, pour seulement 2€ par mois. Le lien est en description. Mais du coup, c'est pas un empire. Saito. Comment ont-ils dominé le monde? Les Anglais ont longtemps été nuls. Un grand empire colonial? Une puissance maritime inégalée? En fait, ils s'y sont mis assez tard, hein. Leur première colonie, c'est plus d'1 siècle après Christophe Colomb, en 1607. Ok, il y a eu Roanoke en 1580, un échec désastreux qu'on vous raconte dans cette vidéo d'Horror Trash. En comparaison, la première colonie espagnole, c'était en 1510. Ils ont eu le temps de récupérer des ressources, de développer le commerce, c'était eux les maîtres des mers à l'époque. Du coup, les Anglais ont mis les bouchées doubles. On développe la flotte commerçante et militaire, on crée la Royal Navy et surtout, on fait appel à des corsaires. Si les Espagnols veulent pas partager, on va les voler. Le plus célèbre de ces chiens de mer, c'est Francis Drake, l'artisan de la défaite de l'invincible armada. En gros, le roi d'Espagne prévoit d'envahir l'Angleterre, mais il est stoppé à Gravelines en 1588. Alors, pas trop de pertes, à peine 6 des 120 bateaux, mais quand même, hein, des pirates qui défont la première puissance maritime. Les Anglais prennent la confiance. Les colonies dans le Nouveau Monde se multiplient, on développe les liens commerciaux en Asie, on arrive en Australie. Et surtout, on se bagarre avec les Français. On les éjecte d'Inde, on leur récupère le Canada, bon, on perd les États-Unis, mais on bat Napoléon à Trafalgar. Une sorte de deuxième Gravelines. En infériorité numérique, les Britanniques détruisent les 2/3 des flottes françaises et espagnoles. Symboliquement, les deux rivaux sont out. Le Royaume-Uni est au sommet. La première puissance militaire, commerciale et technologique. Révolution industrielle, machine à vapeur, tout ça. Une suprématie sur les mers indisputée jusqu'à la Première Guerre mondiale et qui va permettre à l'Empire de s'étendre comme jamais. Et en face, j'ai quoi? Des éleveurs de poneys? Parle mieux STP? T'es britannique là, ça leur a pris plusieurs siècles d'être maîtres du monde. Les Mongols, ça a pris quelques années. Et l'homme derrière tout ça, c'est lui, Genghis Khan, l'un des meilleurs guerriers de l'histoire. Sa force, c'est son armée. Tu parlais de chevaux, rapides et robustes, couplés à leur maîtrise de l'arc, les raids mongols étaient dévastateurs. On disperse, on harcèle, jusqu'à briser les lignes ennemies, et on se retire. Une fois la capitulation, on ne massacrait pas toujours tout le monde, non, on intégrait ses ennemis à ses propres troupes. On récupère leur technologie comme les trébuchets ou la poudre à canon chinoise. Oui, parce que Genghis Khan a envahi la Chine et a réussi. En tout cas pour la partie nord.
puisque la région était divisée en 2 dynasties à l'époque. Mais son armée entre dans Pékin. On dit souvent que les Mongols sont des brutes sanguinaires, et c'est pas vrai, il y a un peu de diplomatie quand même. En 1218, Genghis Khan arrive aux frontières de l'actuel Iran. Est-ce qu'il veut la conquérir? Non, tisser des liens commerciaux. Un accord est donc conclu, sauf qu'une caravane mongole est capturée. Bon, pas cool, mais la guerre peut encore être évitée. Genghis Khan envoie 3 ambassadeurs, dont un musulman. Ce dernier est décapité, les 2 autres ont le crâne rasé et sont renvoyés. La caravane est massacrée. En 3 ans, l'Empire est envahi, une grosse partie de sa population massacrée ou réduite en esclavage. Tu peux négocier avec les Mongols, mais si tu dis non, t'es mort. La victoire, c'est l'anéantissement total de l'ennemi. Et les Mongols vont aussi développer une puissance navale, surtout après la mort de Genghis Khan. La flotte mongole va notamment s'illustrer lors de la 2e invasion de la Chine, sous le règne d'un de ses petits-fils. Elle renverse la dynastie du Sud à la bataille de Yamen. Le jeune empereur et ses ministres préfèrent se jeter à la mer que de se rendre. Mais elle va aussi subir des défaites, notamment lors de leurs 2 tentatives d'invasion du Japon. Comme quoi, on peut pas gagner à chaque fois. Reste qu'en 70 ans, l'Empire mongol, c'est plus de 24 millions de kilomètres carrés conquis. Attends, les Britanniques aussi, ils étaient bons sur Terre. Il n'y avait pas que des bateaux, ils ont quand même conquis des territoires immenses, comme le Canada, l'Australie, l'Inde. Tiens, parlons-en. La colonie la plus importante, le joyau de la couronne. À la base, les Européens y ont installé des comptoirs pour le commerce. Mais les rivalités finissent par éclater, surtout entre l'Angleterre et la France. Ils s'allient avec des chefs locaux, s'immisçant dans la géopolitique de la région. La bataille de Placé, défaite française, marque le début symbolique de la colonisation de l'Inde. Par la couronne anglaise? Non. Par la Compagnie des Indes orientales. Elle va se jouer de l'instabilité politique. La force dominante de l'époque, l'empire moghol, pas mongol, était en plein déclin. Les seigneurs locaux sont mis sous tutelle contre des avantages commerciaux. Elle n'est pas perçue comme colonisatrice, plus comme un partenaire économique. Mais ça va pas durer. Au milieu du 19e siècle, pour continuer leur expansion, elle impose la doctrine de la déchéance. Tout État dont le prince mourait sans successeur était automatiquement annexé. Ça commence à gronder, mais ce qui va vraiment mettre le feu aux poudres, c'est une cartouche de fusil. Pour l'utiliser, les soldats de la compagnie devaient la déchirer avec les dents. Or, elle était enrobée de graisse de porc et de bœuf. Et une grosse partie de l'armée était composée d'Indiens, soit hindous pour qui la vache est sacrée, soit musulmans qui ne mangent pas de porc. Scandale et colère, les Britanniques ne respectent pas les coutumes et la religion. On désobéit, on tire sur les généraux, on cherche le soutien de l'empereur. La révolte est sanglante et sa répression aussi. D'un côté, on massacre des colons, de l'autre, on exécute tout suspect. On assiège Delhi et on défait l'empereur. La compagnie met fin à la révolte, mais elle est allée trop loin. Dissoute en 1858, son pouvoir est officiellement transféré à la couronne. L'Inde devient le Raj britannique. Qui a duré le plus longtemps ? Vous le saviez, vous, que Charles III était toujours considéré comme le roi du Canada, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et de 10 autres pays? L'Empire britannique, ça fait 400 ans que ça dure, et la question est même de savoir, est-ce qu'il a vraiment pris fin? En cause, le Commonwealth, qui a vu le jour de façon informelle en 1926. À l'époque, seules 6 colonies, devenues dominions, en font partie. Alors, en très gros, autonomie totale sur leur politique, avec leur propre gouvernement, mais toujours liés à Londres par la langue, la culture et la loyauté envers la couronne. Certains n'y entrent que très tardivement, l'Inde par exemple. Pourquoi? Alors, d'abord, elle n'était pas en majorité blanche, contrairement au Canada et aux autres, mais c'était aussi leur colonie la plus importante d'un point de vue économique, avec l'industrie du textile, du thé et de l'opium, mais aussi d'un point de vue militaire. Une grosse partie de leur armée coloniale était stationnée là-bas, et les mouvements contestataires prenaient de l'ampleur. L'indépendance de 1947 s'obtient dans la douleur. Le Raj britannique est divisé entre l'Inde, à majorité hindoue, et le Pakistan de l'Ouest et de l'Est, qui deviendra le Bangladesh, à majorité musulmane. 15 millions de personnes déplacées,
Des milliers, voire des millions de victimes et des violences interreligieuses encore brûlantes aujourd'hui. L'Inde devient vraiment une république indépendante en 1950. Aujourd'hui, il n'y a pas de titre de roi de l'Inde, mais elle est toujours membre du Commonwealth. Après l'interdépendance, toutes les anciennes colonies n'y entrent pas, comme le Myanmar. D'autres en sortent même, comme l'Irlande. Bref, c'est complexe et difficile de dire quand l'Empire britannique a pris fin. Certains considèrent que ce n'est le cas que depuis 1997, avec la rétrocession de Hong Kong à la Chine. Mais il a clairement plus sa superficie d'antan qui lui donnait le surnom d'empire sur lequel le soleil ne se couche jamais. Pourtant, ça, techniquement, c'est toujours vrai en fait, mais plus pour très longtemps. Il y a encore des territoires d'outre-mer, 13 depuis mai 2025. Le Royaume-Uni a restitué l'archipel des Chagos dans l'océan Indien. Un utilisateur de Reddit a même calculé que du coup, l'Empire britannique devrait connaître sa première nuit depuis des siècles en mars 2026. La fin symbolique d'une ère. Difficile aussi de dire quand l'Empire mongol s'arrête. La mort de Gengis Khan, mais son territoire n'était même pas encore à son apogée et son armée n'avait pas connu ses plus grandes victoires. Le cas le plus connu est la prise de Bagdad, capitale du califat abbasside. La ville est le centre du monde arabo-musulman depuis près de 500 ans. Quand les Mongols, menés par un des petits-fils de Gengis Khan, arrivent aux portes de la ville, ils soumettent des conditions de reddition. Le calife les refuse, du coup les Mongols y entrent et détruisent tout. Le système d'irrigation, la bibliothèque, les mosquées, le palais, la population. Les sources divergent, mais entre 80 000 à 2 millions de civils ont été massacrés. Le calife est capturé, enroulé dans un tapis et piétiné à mort par des chevaux. Les Mongols ont fait trembler le monde musulman. Tout ça pour connaître 2 ans plus tard une défaite cuisante face au sultan d'Égypte. La bataille d'Ain Jalut remet en cause leur prétendue invincibilité. Mais ça n'empêche pas l'Empire de connaître son âge d'or sous le règne de Kubilai Khan, autre petit-fils de Gengis Khan. C'est lui qui va compléter la conquête de la Chine. Il va même se faire couronner empereur et déplacer la capitale à Pékin. Mais à partir de là, l'Empire va se fragmenter pour s'éteindre au cours du XIVe siècle. Ça sans pourtant disparaître complètement. Juste plus dans l'unité qui fait sa force. Certains royaumes vont revendiquer leur lien avec les grands Mongols. Tu te souviens de l'Empire mongol en Inde? Son fondateur se disait descendant de Gengis Khan par sa mère. Bon, après, c'est pas un cas unique. Aujourd'hui, la recherche estime que plus de 16 millions de personnes descendent du grand fondateur de l'Empire mongol. Un héritage qui perdure d'une certaine façon, et puisqu'on en parle, qui a laissé le plus grand impact. Parce que la grandeur, c'est aussi une question de prestige, d'influence, de ce qu'on laisse comme marque sur le monde. Et dès qu'on parle d'empire, c'est une question épineuse. On a vu, par leur conquête, les Mongols ont mis fin à des civilisations florissantes en Asie ou au Moyen-Orient. Ils ont plongé des populations dans la misère. Et pendant longtemps, on a cru qu'ils avaient volontairement déclenché l'une des épidémies les plus terribles de notre histoire, la peste noire. En 1346, ils assiègent Kaffa, un port de Crimée. Les soldats mongols tombent un à un, victimes de la maladie. L'idée leur vient alors de balancer les cadavres par-dessus les remparts pour infester la ville. Le premier cas de guerre bactériologique. Le port est au bord de la mer Noire, carrefour des routes commerciales, l'endroit parfait pour répandre une maladie mortelle. Sauf que ça, c'est faux. Enfin, il n'y a qu'une seule source qui l'atteste et c'est une copie tardive d'une chronique. Or, un cataclysme de cette ampleur aurait peut-être laissé plus de traces. Aujourd'hui, les historiens s'accordent pour dire que la peste noire est un concours de circonstances. Le climat, l'entassement des populations des villes, le développement des routes commerciales entre Europe et Asie, et ça, par contre, c'est à cause ou grâce aux Mongols. La roue de la soie, vous connaissez. Alors, elle existait avant, mais elle trouve une nouvelle prospérité sous la paix mongole. Ouais, la paix. Parce que une fois qu'on a fait la guerre et écrasé tout le monde sur son chemin, c'est mieux si on peut faire du commerce. Ça a apporté la poudre à canon chinoise en Europe, des missionnaires chrétiens et des explorateurs comme Marco Polo ont été reçus à la cour des Khan. Ces derniers d'ailleurs ont construit des villes, dont Karakorum, longtemps la capitale de l'Empire. Et ça a permis le développement de la poste. Ils se sont inspirés du système chinois de relais à cheval pour échanger des missives militaires, commerciales ou diplomatiques. Et ce faisant, ils ont favorisé le transfert de ce système jusqu'au monde arabe et européen. On apporte la guerre et la destruction, mais aussi ton colissimo. De son côté, l'héritage de l'Empire britannique est partout, et du coup, sujet à critique. En 2023, il y avait 1,3 milliard de locuteurs anglais. L'anglais est la langue officielle de 53 pays, la plus enseignée à l'école, prédominante partout.
Mais ça, c'est l'héritage de la colonisation. Ils imposaient leur langue et leur éducation au peuple colonisé. Si tu voulais faire des études ou bosser dans l'administration, fallait parler anglais. Les dialectes locaux étaient considérés comme inférieurs. Certains sont menacés de disparition. En 1900, 95% de la population maori parlait leur langue maternelle. 60 ans plus tard, c'était tombé à 25%. On a voulu la préserver et aujourd'hui c'est la langue officielle du pays avec seulement 4% de la population qui la parle. Il y a des cas encore pires, comme au Canada. Des enfants autochtones ont été arrachés à leur famille et placés dans des pensionnats, coupés de leur culture et de leur langue dans des conditions horribles. Considérer la culture des peuples autochtones comme inférieure, c'est un des fondements de la colonisation. Surtout au 19e, où l'Europe a souvent parlé d'apporter le progrès et la civilisation à des peuples primitifs comme une mission, un devoir. Mais au contraire, ces peuples avaient une histoire, une culture, des systèmes politiques, des liens avec le reste du monde. En Afrique, par exemple, les Britanniques, mais pas que, ont détruit des civilisations bien en place, comme le royaume du Bénin. Invasion de la capitale, destruction du palais, pillage des œuvres d'art pour les mettre dans leur musée à Londres, et les quelques rares pays qui n'ont pas été soumis par l'Europe ont aussi été influencés, comme le Japon, la Thaïlande ou l'Éthiopie. Certes, l'Empire britannique, c'est la construction d'infrastructures, le développement de services administratifs, de santé, d'éducation, le renforcement des relations mondiales, le rayonnement culturel, etc., etc. Mais tout ça au prix de violences et de crimes terribles. Toutes ces choses dont on voit encore les impacts aujourd'hui. Des frontières artificielles sans tenir compte des équilibres locaux, une fracture nord-sud, des déplacements de population, un racisme internalisé, des conflits industrialisés. Tout ça ne disparaîtra pas de sitôt. Alors, les Mongols aussi ont rasé des civilisations et se sont livrés à des crimes violents. Mais est-ce qu'on peut comparer ça? D'un point de vue historique, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mongols et Britanniques sont trop éloignés dans le temps et dans l'espace. Techniquement, ils ne vivaient pas dans le même monde. Imaginez Genghis Khan à la tête d'une flotte industrialisée où l'Angleterre, menant ses conquêtes, montait uniquement sur des chevaux. Leur puissance aurait été différente. Parce que mesurer la grandeur d'un empire dépend aussi de son contexte géopolitique, technologique, idéologique, etc. C'est plus complexe que de juste comparer une superficie ou une durée. Tiens, par exemple, on n'a pas du tout parlé de l'Empire romain, parce qu'il n'a duré que quelques siècles et ne faisait qu'environ 4 millions de kilomètres carrés de l'Écosse à l'Afrique du Nord. Pourtant, question impact ou héritage, c'est des champions, on en parle encore aujourd'hui. Pardon, j'ai dit n'a duré que quelques siècles. Je voulais dire plus de 1000 ans. Enfin, si tu considères que l'Empire romain d'Orient est dans la continuité de Rome. Oui, tu savais que l'Empire avait été divisé au 4e siècle entre Rome et Constantinople. Et ces derniers ont tenu jusqu'à la fin du Moyen-Âge avec la prise de la ville en 1453. La preuve que peu importe sa taille, sa puissance militaire ou sa grandeur, aucun empire ne peut durer éternellement. Merci infiniment à CyberGhost VPN de nous soutenir. Pour seulement 2 € par mois, protégez votre vie privée, débloquez des contenus exclusifs et faites des économies. Le lien est en description et c'est garanti satisfait ou remboursé sous 45 jours.